Qu'as-tu découvert à propos de la crèche de ta fille qui t'a rendu fou de rage? Jeudi dernier, j'ai reçu cet appel qui m'a glacé le sang. La crèche où était Gabriella était en feu. Quand je suis arrivé sur place, ils chargèrent déjà ma fille dans l'ambulance. Elle portait un masque à oxygène et ses oreilles ainsi que son cou étaient recouverts de terribles brûlures. Ce qui aurait dû m'alerter, c'est qu'elle semblait être la seule enfant gravement touchée. Tous les autres petits étaient indemnes, à part un peu de poussière ou une petite égratignure, rien de grave. Je suis monté dans l'ambulance avec elle, et sur la route de l'hôpital, son rythme cardiaque s'est effondré. Il n'était plus qu'un quart de la normale. Elle prenait une teinte violette. On est arrivé juste à temps. Ils l'ont aussitôt emmenée à l'arrière et je suis resté sans nouvelles pendant 7 longues heures. Quand un médecin est enfin venu me voir, il m'a dit que Gabriella, du moins celle que j'avais connue, n'était plus là. Le manque d'oxygène avait provoqué de lourds dégâts cérébraux. Elle était dans le coma. Le médecin m'a expliqué qu'elle se réveillerait probablement, mais qu'il fallait me préparer à ce qu'elle garde des séquelles irréversibles. Elle n'avait que 25% de chance d'en sortir sans séquelles. Cette nuit-là, alors que je veillais Gabriella, le pompier qui l'avait secourue s'est assis à côté de moi. « Monsieur, il faut que je vous dise quelque chose. On a retrouvé votre fille dans les toilettes du personnel, porte fermée à clé. C'était la seule enfant qu'il restait à l'intérieur. » J'ai eu un choc. Je ne comprenais pas ces paroles. Puis tout est devenu limpide. Quelqu'un avait mis Gabriella là et l'avait abandonnée alors que le feu se déclarait. Le lendemain, j'ai été voir Madame Hamilton, la directrice. Je pensais qu'elle serait bouleversée, qu'elle lancerait une enquête, mais quand je lui ai demandé pourquoi Gabriella se trouvait enfermée dans ses toilettes, elle n'a même pas levé la tête de ses papiers. Des incidents arrivent pendant les urgences. Les gens paniquent, hein, et vous êtes toujours en retard d'un quart d'heure pour récupérer votre fille. Mon équipe est épuisée à force de gérer des parents comme vous. Je n'en revenais pas et je lui ai demandé si elle était sérieuse. Elle m'a lancé un regard glacial. Votre fille a toujours été difficile. Peut-être que quelqu'un avait juste besoin de 5 minutes de répit et, manque de chance, le feu s'est déclaré à ce moment-là. 5 minutes de tranquillité, c'est tout ce que valait la vie de ma fille à ses yeux. Je suis retourné à ma voiture en tremblant de colère et c'est là qu'une autre mère m'a abordé. Lisa, la maman de Grace qui était dans la même section que Gabriella. Elle avait l'air paniquée. Elle s'est approchée et m'a dit « J'ai entendu pour Gabriella, je suis vraiment désolée. Mais il faut que vous sachiez, Grace fait des cauchemars à cause de l'incendie. Elle raconte qu'elle a vu Monsieur Victor porter un bébé dans les toilettes du personnel juste avant que la fumée n'apparaisse. Elle a entendu des pleurs, puis la porte s'est refermée. Je me suis senti défaillir. Victor, l'animateur de l'après-midi, toujours prompt à changer les couches. Ce même jour, j'ai attendu Maria près de sa voiture. Elle travaillait aussi à la crèche et, en me voyant, elle a voulu fuir, mais je l'ai rattrapée. Maria, je t'en supplie, ma fille a des lésions au cerveau. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Elle a regardé autour d'elle, puis, épuisée, elle a soupiré. Victor emmène des bébés dans ses toilettes. Il ferme à clé, on les entend pleurer, mais on ne peut rien faire. On l'a dit à Madame Hamilton, mais Victor est son neveu. Elle nous a dit de nous mêler de nos affaires si on ne voulait pas perdre notre boulot. Le jour de l'incendie, quand l'alarme a sonné, Victor est sorti seul des toilettes et a claqué la porte. Je lui ai demandé si tout le monde était dehors. Il a dit oui, mais il était blême et ses mains tremblaient. Il a laissé votre fille enfermée là parce qu'il ne pouvait pas expliquer sa présence avec elle. À cet instant, tout s'est écroulé autour de moi. J'ai dû m'appuyer sur la voiture pour rester debout. Ce soir-là, je suis allé directement au commissariat. J'ai tout raconté au premier policier venu. L'incendie, Victor, ma fille coincée et ce qu'il lui faisait. Son visage s'est refermé dès que j'ai mentionné Victor. Donc, vous accusez ce Victor d'un comportement déplacé avec votre fille? Vous avez des preuves? J'ai des témoignages. Il enferme des bébés dans ses toilettes pendant des demi-heures. Il m'a coupé. Dans le pire des cas, c'est de la négligence. Portez plainte au civil. Il l'a laissé brûler. Ai-je hurlé, attirant les regards. Pas sans preuve. Là, j'ai compris qu'il me laisserait tomber. Ce soir-là, il ne me restait plus qu'une chose à faire. J'ai appelé mes 2 meilleurs amis, Kyle et Benji, que je connais depuis la maison de correction, et je leur ai tout déballé. Je leur ai envoyé les photos de leur filleule branchée à tous ces appareils. On s'est retrouvés dans un bar pour discuter de la suite. À 1h du matin, on était devant l'immeuble pourri de Victor, prêts à agir. Quelqu'un nous a ouvert la porte et une fois à l'intérieur, on a enfilé nos fringues noires sous l'escalier. On s'est approché de son appartement, Kyle a ouvert la porte avec une pince et on s'est glissé à l'intérieur. Victor s'est réveillé 10 minutes plus tard, une lame sur la joue, encerclé par 3 types en noir. Il a essayé de hurler, mais la chaussette dans sa bouche l'en a empêché. Je lui ai expliqué pourquoi on était là, et quand j'ai parlé de Gabriella, il est devenu livide. On l'a attrapé sans ménagement et traîné en cuisine. Il pleurait et suppliait, promettant de nous laisser tout prendre s'il pouvait s'en sortir. Benji a sorti son rouleau de scotch et l'a ligoté à la chaise. Bras, jambes et torse, la bouche enroulée de bandes également. Je me suis approché tout près de lui. Maintenant, je vais retirer le scotch et tu vas me dire ce que tu faisais avec Gabriella dans ses toilettes. J'ai posé la lame sous sa gorge, puis j'ai arraché le scotch d'un coup sec. Victor a repris son souffle, haletant, la bouche ouverte. J'ai appuyé un peu plus la lame, du sang a perlé, il s'est figé. Je me suis penché encore plus près à entendre la vérité, sentant presque la peur émaner de lui. Tu vas me dire tout de suite ce que tu as fait à ma fille dans ses toilettes.
Ses yeux se sont écarquillés si fort qu'on ne voyait plus que le blanc. L'argent n'entrait plus en ligne de compte. Il l'avait compris. Victor s'est effondré, sanglotant de plus belle, la morve dégoulinant sur son visage. Je vous jure, je n'ai jamais touché à un enfant comme ça. J'avais juste besoin qu'il se taise pendant que j'appelais ma copine. Les mots sortaient dans un flot paniqué, à bout de souffle. Je n'en croyais pas une seconde. Kyle est allé attraper son téléphone sur le comptoir. « On va vérifier ça !» Victor a tenté de secouer la tête, mais scotché comme il était, il ne pouvait pratiquement plus bouger. Benji lui a maintenu la tête bien droite pendant que je prenais le téléphone que Kyle me tendait. J'ai commencé à faire défiler les photos, et mon estomac s'est noué. Il y avait des dizaines de photos de nourrissons dans ses toilettes. Mes mains tremblaient lorsque j'ai reconnu Gabriella sur 3 d'entre elles. Ce n'étaient pas des photos sexuelles, mais on y voyait des enfants en larmes, les joues ruisselantes. Certains avaient des traces rouges sur les bras, comme si quelqu'un les avait serrés trop fort. J'ai brandi le téléphone sous le nez de Victor et lui ai montré la photo de Gabriella en pleurs, terrorisée, le visage écarlate. « Explique-moi ça !» Victor s'est remis à pleurer de plus belle, bredouillant, paniqué. Elle criait trop fort, d'accord ? Elle ne s'arrêtait plus, et avec les murs épais de la salle de bain, personne n'entendait rien. La main avec laquelle je tenais le couteau s'est mise à trembler. Je ne voulais pas qu'elle soit prise dans l'incendie. J'ai paniqué. Je me suis enfui. Je pensais que quelqu'un viendrait la chercher. Kyle s'est approché du matelas où Victor était attaché et l'a soulevé. Un carnet noir est tombé par terre. Il l'a ramassé et a commencé à feuilleter. Son visage se fermait à mesure qu'il découvrait les pages. Ce malade notait tout. Il m'a tendu le carnet, des dates, des horaires et des prénoms d'enfants alignés. Le nom de Gabriella apparaissait 17 fois en 2 mois. Parfois, il était noté 45 minutes à côté de son nom. J'ai vu rouge. Et avant même de réaliser ce que je faisais, j'ai reculé et frappé Victor de toutes mes forces dans le ventre. Il s'est replié autant que le scotch le lui permettait, poussant un râle comme si tout l'air quittait son corps. Benji m'a saisi le bras pour me retenir. On a besoin qu'il reste conscient, il faut tout enregistrer. N'oublie pas le plan. Essoufflé, les jointures douloureuses, j'ai hoché la tête. Kyle a récupéré le téléphone de Victor et l'a réglé pour filmer, le calant contre le grille-pain pour garder Victor bien dans le champ. Je me suis rapproché et j'ai posé le couteau à portée de regard, sans le toucher. Tu vas tout avouer. Ce qui s'est passé dans la salle de bain, le fait d'avoir abandonné Gabriella dans l'incendie, que ta tante était au courant, absolument tout. Victor sanglotait, peinant à reprendre son souffle, mais dès que j'ai avancé le couteau, il s'est mis à parler. Il a expliqué à la caméra qu'il enfermait les enfants dans la salle de bain quand ils pleuraient trop, qu'il faisait ça depuis 6 mois. Il a admis que sa tante était au courant, mais qu'elle s'en fichait parce qu'il était de la famille. Il a raconté comment, le jour de l'incendie, il était parti en laissant Gabriella parce qu'il ne pouvait pas justifier sa présence là. Chaque mot me donnait envie de le frapper à nouveau, mais je me suis contenu. Après 10 bonnes minutes de confession sanglotante, Kyle a coupé l'enregistrement. On est tous restés là, à le fixer, ligoté sur sa chaise. Benji a fait craquer ses doigts en disant qu'on devrait lui faire payer encore plus pour ce qu'il avait fait. Kyle a secoué la tête et m'a regardé. Si on le tue, Gabriella perd aussi son père qui ira en prison. Réfléchis. Mes mains tremblaient encore. Et j'avais juste envie que Victor paie pour chaque seconde de souffrance infligée à ma fille. Mais Kyle avait raison. Gabriella avait besoin de moi. Je me suis rapproché de Victor une dernière fois. Tu vas vivre, mais tout le monde saura ce que tu as fait à ses enfants. Victor s'est mis à pleurer encore plus fort, à nous supplier de ne rien raconter. Je l'ai ignoré et j'ai pris son téléphone. J'ai composé le 17 et dès que l'opératrice a décroché, j'ai balancé qu'il y avait eu un cambriolage chez Victor avant de raccrocher. Kyle a récupéré le carnet et je me suis assuré que la vidéo de l'aveu était bien enregistrée sur son téléphone. Je me demande encore comment Victor a pu croire qu'il pourrait enfermer des bébés en pleurs pendant des mois dans cette salle de bain sans que personne ne remarque rien. Il y a quelque chose de profondément dérangé dans tout ça. Prendre en photo des enfants en larmes, tenir des registres comme si c'était un passe-temps glauque, et cette tante qui... On s'est précipité vers la porte de derrière. Benji a vérifié que personne ne traînait dehors. On s'est éclipsés tous les 3 dans la nuit, chacun partant de son côté. J'ai marché vite, sans courir, jusqu'à ma voiture garée à 3 rues de là. Mes mains tremblaient encore quand j'ai mis le contact. J'ai roulé tranquillement jusqu'à l'hôpital où Gabriella se battait pour survivre, respectant chaque limitation. Pendant tout le trajet, je ne pensais qu'aux photos d'elle en pleurs dans cette salle de bain. À mon arrivée sur le parking, le jour commençait à poindre. Je suis resté quelques minutes dans la voiture, essayant de reprendre mon calme avant d'entrer. Le gardien m'a salué comme chaque matin. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à la réanimation et je suis allé dans la chambre de Gabriella. Elle paraissait minuscule dans ce grand lit, entouré de fils et de machines. Je me suis assis près d'elle et j'ai pris sa main dans la mienne. Les brûlures sur son cou étaient recouvertes de bandes blanches. Sa poitrine se soulevait lentement au rythme du respirateur. Je suis resté là, à la regarder respirer, sans la lâcher. Les machines bipaient, les infirmières passaient régulièrement noter ses constantes. Vers 7 heures, je me suis finalement assoupi sur la chaise inconfortable, mais je me suis réveillé en sursaut, mon téléphone vibrant sans arrêt sous une avalanche de messages de gens que je n'avais pas vus depuis des années. Le premier venait de mon cousin. Regarde les infos. J'ai ouvert le site de la chaîne locale et c'était en une.
le visage de Victor partout, avec un titre expliquant qu'on l'avait retrouvé battu et ligoté chez lui. L'article expliquait qu'il refusait de collaborer avec la police et ne voulait pas révéler l'identité de son agresseur, ce qui, au fond, était logique. S'il devait expliquer pourquoi on aurait pu lui vouloir du mal, il risquerait de s'accuser lui-même. J'ai rangé mon téléphone pour me reconcentrer sur Gabriella. J'ai remonté sa couverture et vérifié que les tubes ne tiraient pas sur sa peau quand Madame Hamilton a déboulé vers midi, rouge de colère. Elle m'a désigné du doigt en hurlant qu'elle savait que j'étais impliquée dans ce qui était arrivé à Victor et qu'elle ferait tout pour me faire envoyer en prison. L'infirmière qui s'occupait de la perfusion de Gabriella lui a demandé de baisser le ton ou de quitter la chambre, et je suis resté là, impassible, à répéter calmement que j'avais passé toute la nuit ici, auprès de ma fille. 2 autres infirmières sont arrivées à cause du vacarme, et chacune a confirmé m'avoir vu régulièrement durant leur service, venant vérifier Gabriella à l'heure pile, comme une montre suisse. Madame Hamilton est repartie furieuse, mais je me doutais bien que ça n'en resterait pas là, ce qui s'est confirmé quand 2 inspecteurs se sont présentés 1 heure plus tard, badge bien visible et mine fermée. Avant même qu'ils ouvrent la bouche, je leur ai dit que je voulais appeler mon avocat, sortant la carte de Javier Nunez, que je gardais dans mon portefeuille depuis mes histoires avec la justice quelques années plus tôt. Javier a décroché dès la 2e sonnerie. Après lui avoir exposé la situation, il m'a conseillé de ne rien dire d'autre que ma présence à l'hôpital, ce que le personnel pouvait attester. Les policiers ont essayé de m'interroger sur ma relation avec Victor, sur la question de savoir si je lui en voulais pour ce qui était arrivé à Gabriella, mais j'ai répété inlassablement que mon avocat m'avait demandé de ne répondre à rien sans lui. Ils ont fini par repartir au bout de 20 minutes, non sans m'avertir qu'ils reviendraient, et je me doutais qu'ils allaient fouiller dans mon passé, creuser mon séjour en foyer et tout le reste. Cet après-midi-là, en allant prendre un café au distributeur, j'ai vu mon téléphone s'illuminer de notifications de toutes mes applis d'infos locales. Toutes annonçaient la même alerte de dernière minute à propos de l'incendie à la crèche. Une vidéo de la confession de Victor avait été envoyée à Channel 7, qui diffusait des extraits à l'antenne, montrant Victor en larmes, reconnaissant avoir enfermé des bébés dans la salle de bain, parlant explicitement du moment où il y avait laissé Gabriella alors que l'incendie commençait. En moins d'1 heure, la vidéo était partout, partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux, avec des parents qui commentaient qu'ils avaient toujours trouvé Victor bizarre. Le commissariat croulait sous les appels de parents furieux, prêts à raconter que leurs enfants rentraient bouleversés après les gardes de Victor, ou faisaient des cauchemars à propos de l'homme méchant de la crèche. Impossible désormais pour la police de faire comme si de rien n'était, surtout avec les propos de Victor qui tournaient en boucle sur toutes les chaînes locales, pendant que les journalistes campaient devant le commissariat en réclamant des explications sur l'inaction des autorités. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était Rita Oakley, l'enquêtrice incendie présente sur la première scène, qui m'annonçait qu'elle rouvrait son enquête à la lumière de ces nouvelles révélations. Elle devait examiner la porte de la salle de bain de la crèche et son système de verrouillage pour comprendre comment il aurait été impossible à un tout petit d'en sortir. Et elle voulait savoir si je me souvenais de détails sur cette porte lors de mes précédents passages pour récupérer Gabriella. Je lui ai expliqué que la serrure était ancienne, nécessitait une clé de l'extérieur et que la poignée intérieure était branlante depuis des mois, selon plusieurs parents. Elle m'a remercié et promis de me tenir informé dès qu'elle en saurait davantage. J'ai senti à son ton que l'affaire était enfin prise au sérieux. Le lendemain matin, j'ai vu aux infos que la 2e crèche de Madame Hamilton avait été fermée en urgence pour inspection, après que des parents avaient retiré leurs enfants et exigé des comptes. Un journaliste était devant le bâtiment, filmant tous ses parents à la recherche d'une nouvelle solution de garde en catastrophe, tandis que les inspecteurs municipaux passaient les 2 établissements au crible, carnet et caméra à la main. Mon téléphone a vibré, un message d'un numéro inconnu. Mais en lisant, j'ai tout de suite compris que c'était Kyle avec un téléphone jetable. Il m'annonçait qu'il partait voir de la famille hors de l'État pour un moment et me conseillait de veiller sur moi et Gabriella. On savait tous les 2 ce que ça voulait dire. Il devait s'éloigner au cas où la police commencerait à faire le rapprochement avec celui qui avait pu rendre visite à Victor cette nuit-là. 3 jours après la diffusion virale de la vidéo, le parquet a organisé une conférence de presse pour annoncer l'inculpation de Victor pour mise en danger d'enfants et homicide involontaire. Le procureur a précisé que la vidéo de confession ne serait pas recevable devant le tribunal, car obtenue illégalement, mais qu'elle avait permis de réunir suffisamment d'éléments concrets, témoignages et preuves matérielles récoltées à la crèche. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné à 6 heures. C'était Benji qui m'annonçait que la police était chez lui pour l'interroger concernant l'agression de Victor. Je lui ai dit d'appeler d'abord sa copine et de s'assurer qu'elle tiendrait l'alibi avant de laisser entrer les flics. Vers midi, il m'a envoyé un message pour dire qu'il l'avait laissé repartir, sa copine ayant juré qu'il était resté toute la nuit avec elle à regarder des films, et les voisins confirmant que sa voiture était garée là depuis le dîner. On savait bien qu'elle mentait, mais elle a tenu bon, même quand on l'a cuisinée sur les détails et les horaires. J'ai passé ces journées à faire des allers-retours entre la réanimation de l'hôpital et le cabinet de Javier Nunez, un avocat du quartier habitué à sauver la mise à des gars comme nous. Javier a passé en revue tous les scénarios,
m'expliquant que tant qu'il n'y avait ni preuve matérielle, ni identification formelle par Victor, les flics n'avaient rien de solide. Il a insisté pour que je reste parfaitement cohérent sur ma version de la nuit à l'hôpital, ce que les infirmières avaient déjà confirmé à maintes reprises. Les caméras de surveillance du parking de l'hôpital prouvaient que ma voiture était arrivée à 23h et n'était repartie qu'au petit matin, ce qui constituait un alibi en béton devant n'importe quel tribunal. Une semaine est passée, j'étais à côté de Gabriela, je lui tenais la main comme tous les matins, et c'est là, pour la toute première fois depuis l'incendie, que j'ai senti ses doigts bouger légèrement contre ma paume. C'était infime, mais bien réel. J'ai aussitôt appelé l'infirmière qui a fait venir le médecin. Il l'a ausculté pendant 20 bonnes minutes, testant réflexes et réactions à différents stimuli, avant de me prévenir de ne pas me faire trop d'illusions. Selon lui, chez les patients dans le coma, de petits gestes involontaires étaient courants et ne voulaient pas nécessairement dire qu'ils se réveillaient. Mais malgré tout, c'était le premier signe encourageant depuis des jours. Plus tard, cet après-midi-là, Rita Oakley m'a téléphoné pour me donner des nouvelles de son enquête sur les locaux de la crèche. Elle avait réussi à obtenir un mandat pour examiner la salle de bain où Gabriela avait été retrouvée, et il s'est avéré que la poignée intérieure était hors d'usage depuis au moins 6 mois, à en juger par la rouille et la peinture écaillée. Le mécanisme censé permettre l'ouverture de l'intérieur était complètement désolidarisé, pendouillant inutilement derrière la plaque. Madame Hamilton avait signé pas moins de 3 rapports de maintenance reconnaissant la panne, mais n'avait jamais lancé de réparation, sachant que ça impliquerait de fermer la salle de bain pendant toute une journée. Rita m'a expliqué que cette négligence ajoutait une responsabilité civile aux poursuites pénales, car Madame Hamilton avait consciemment laissé une situation dangereuse empêcher toute issue de secours. D'autres employés de la crèche ont commencé à contacter les enquêteurs, maintenant que Madame Hamilton ne pouvait plus les menacer de licenciement, étant donné que les 2 établissements avaient été fermés. Maria a même fait une déclaration sous serment au parquet, relatant en détail 17 tentatives de signalement du comportement de Victor auprès de Madame Hamilton. Elle avait noté les dates et les heures, et a même présenté des messages dans lesquels elle documentait ses inquiétudes pour se protéger légalement. Sandra, une autre employée, est sortie du silence avec des photos prises en cachette, montrant des hématomes sur les bras de bébé, traces qui correspondaient manifestement à des empreintes d'adultes. Elle n'avait jamais osé parler jusque-là, mais cette fois, elle a remis son téléphone, contenant des dizaines de photos prises sur 8 mois. Victor a été officiellement arrêté la semaine suivante, et Javier a appris par ses contacts au palais de justice que les choses avaient très mal tourné pour lui dès son arrivée en détention. Les autres détenus n'ont mis que quelques heures à comprendre qu'il avait fait du mal à des enfants. Dès la première nuit, il a été passé à tabac à tel point qu'il a dû être transféré à l'infirmerie. Comment ces employés de la crèche ont-ils pu tenir des dossiers aussi précis sans que personne ne s'en aperçoive? Les 17 signalements documentés de Maria et les photos secrètes de Sandra montrent bien qu'elle rassemblait des preuves depuis des mois, tout en continuant à travailler sur place chaque jour. D'après les photos de son admission que Javier a pu voir, Victor était méconnaissable, les 2 yeux gonflés à l'extrême et la mâchoire sans doute fracturée. Après ça, ils l'ont placé en détention protégée, mais même là, il n'était pas tranquille. Les gardiens oubliaient, parfois, de verrouiller les portes ou détournèrent le regard quand certains détenus devaient passer dans le même couloir que lui. 2 semaines plus tard, le policier chargé d'enquêter sur l'agression de Victor est venu me trouver à l'hôpital, alors que j'étais avec Gabriela. Il m'a entraîné dans le couloir et m'a annoncé qu'ils allaient classer l'affaire, faute de preuves, et parce que Victor refusait de collaborer. Il ne voulait pas identifier ses agresseurs et affirmait n'avoir aucun souvenir de cette nuit-là, certainement parce qu'il savait que témoigner contre eux reviendrait à avouer ses propres actes envers les enfants. Le policier m'a regardé droit dans les yeux en m'expliquant qu'il n'avait aucune piste et aucun témoin susceptible de parler, et j'ai compris à sa façon de le dire qu'il savait exactement ce qui s'était passé, mais qu'il n'avait nullement l'intention d'aller plus loin. Le lendemain matin, j'ai vu aux infos Madame Hamilton se faire arrêter chez elle pour mise en danger d'enfants et non-dénonciation de mauvais traitements. Les caméras l'ont filmé tentant de dissimuler son visage derrière sa veste en descendant menotté jusqu'à la voiture de police, alors que les journalistes la harcelaient de questions sur le nombre d'enfants blessés sous sa responsabilité. La voir menottée m'a procuré un sentiment de justice, mais ça n'a pas réparé le cerveau de Gabriela, ni ramené la petite fille que j'avais perdue dans la fumée et les flammes. Quelques jours après son arrestation, un groupe de parents a lancé une vaste action civile contre la crèche et contre Madame Hamilton personnellement, pour négligence et préjudice moral. J'ai rejoint la plainte, même si je savais parfaitement que l'argent ne changerait rien et ne rendrait pas Gabriela à la vie. Mais au moins cela pourrait couvrir ses soins médicaux et tous les dispositifs spécialisés dont elle aurait besoin pour le reste de ses jours. 3 semaines après notre visite à Victor, je lisais à Gabriela son livre préféré lorsque, tout à coup, elle a ouvert les yeux pour la première fois depuis l'incendie. Mon cœur a fait un bond, j'ai laissé tomber le livre et j'ai appelé les infirmières en essayant de rester calme pour ne pas l'effrayer. Mais dès qu'elle a posé les yeux sur moi, je n'ai lu dans son regard ni reconnaissance ni soulagement, seulement de la peur et de la confusion, et elle s'est mise à pleurer,
tentant de s'éloigner de moi. Les infirmières sont arrivées en courant et ont été obligées de la calmer avec un sédatif, parce qu'elle se débattait avec une telle violence qu'elle risquait de se faire du mal. Et je suis resté là, impuissant, à regarder ma propre fille hurler de terreur en me voyant, comme si j'étais un inconnu venu lui faire du mal. Le lendemain matin, le neurologue m'a convoqué dans son bureau et a affiché les scanners du cerveau de Gabriella sur son écran. Il m'a montré des taches sombres disséminées partout et expliqué que le manque d'oxygène avait détruit de larges parties du tissu cérébral. Les zones impliquées dans la parole, les mouvements et les fonctions cognitives de base avaient pratiquement toutes disparu. Il m'a dit sans la moindre ambiguïté que Gabriella ne marcherait plus, ne parlerait plus et devrait être nourrie par sonde pour le reste de sa vie. Mes mains tremblaient alors qu'il énumérait tout ce qu'elle avait perdu. Elle ne pourrait plus contrôler sa vessie ni ses intestins. Il lui faudrait du matériel spécialisé, rien que pour tenir assise sans tomber. L'enfant qui accourait vers moi en riant le soir à la crèche n'existait plus. Alors que j'étais encore sous le choc, une assistante sociale est entrée dans la chambre et s'est mise à me parler de centres spécialisés qui pourraient accueillir des enfants comme Gabriella. Elle m'a tendu des brochures pleines de photos d'établissements qui ressemblaient à des hôpitaux, des endroits où Gabriella resterait alitée toute la journée, entourée d'autres enfants lourdement handicapés. J'ai repoussé les papiers vers elle en lui lançant « Jamais ma fille n'ira là-dedans ». Elle a essayé de m'expliquer à quel point ce serait compliqué de prendre soin de Gabriella à la maison, mais je n'en avais rien à faire. Je trouverais un moyen parce que c'était ma fille, peu importe l'état de son cerveau. Cet après-midi-là, le bureau du procureur m'a appelé pour m'annoncer que le procès de Victor aurait lieu dans 3 mois. Son avocat commis d'office tentait déjà de faire valoir que Victor n'était pas vraiment responsable à cause de troubles liés au stress, pour avoir laissé Gabriella seule dans cette salle de bain. Rien qu'à entendre ça, j'ai vu rouge. J'ai préféré raccrocher avant de dire quelque chose que j'aurais regretté. 2 semaines plus tard, alors que je finalisais la sortie de Gabriella de l'hôpital, un type du quartier m'a intercepté dans le hall. Il m'a raconté que Victor avait désormais pour compagnon de cellule un certain Dexter Guthrie, réputé pour sa violence et qui purgeait une peine après avoir failli tuer quelqu'un à coups de poing. La rumeur courait parmi les détenus à propos de ce que Victor avait fait subir à ses bébés, et Dexter, lui, avait des enfants à l'extérieur. Le gars m'a glissé que Victor ne tiendrait sans doute pas jusqu'au procès, et m'a demandé si je voulais faire passer le mot pour que ça s'arrête. J'ai secoué la tête, sans rien répondre. Victor avait fait ses choix, il devait maintenant affronter les conséquences. Le lendemain, j'ai démissionné, incapable de financer une infirmière alors que Gabriella avait besoin de soins constants. L'argent a commencé à manquer, entre les factures médicales et tout le matériel indispensable. Lisa et quelques parents de la crèche ont lancé une collecte en ligne, ce qui nous a permis d'acheter la pompe à nutrition et le fauteuil roulant adapté. Tous les matins, je me levais à 5 heures pour préparer les médicaments de Gabriella, écrasais les comprimés pour les dissoudre dans l'eau et les lui injecter dans la sonde. Je changeais sa couche, lui faisais une toilette rapide à l'éponge, puis j'enchaînais avec les exercices de kiné que l'hôpital m'avait appris. Ses membres se raidissaient un peu plus chaque jour, faute de mouvement, alors je devais les plier et les étirer pour éviter qu'ils ne s'ankylosent complètement. 2 mois après l'incendie, alors que je faisais la rééducation de Gabriella, les informations du matin ont annoncé que Victor avait été retrouvé mort dans sa cellule. Le journaliste a expliqué qu'il avait été battu à mort par Dexter, soi-disant à cause d'une histoire de produits de la cantine. Mais personne n'était dupe. On a vu la photo de Victor s'afficher 10 secondes à l'écran, puis on est passé à la météo, comme si sa mort ne comptait pour personne. J'ai continué à m'occuper de Gabriella sans rien ressentir, peut-être juste le soulagement d'être épargné par le procès. Quelques jours plus tard, l'avocat de Madame Hamilton a contacté le procureur pour négocier un accord. Sans Victor pour endosser toute la faute, il ne restait plus vraiment d'issue. Elle a plaidé coupable pour mise en danger d'enfant et a pris 5 ans de prison, même si tout le monde savait qu'elle serait libérée au bout de 2 pour bonne conduite. Les médias n'ont plus reparlé de Victor après le premier jour, et personne ne semblait se soucier de sa mort. Même sa famille n'a pas réclamé le corps, qui a fini enterré dans le carré des indigents et des détenus sans famille. Petit à petit, j'ai appris à gérer tous les besoins de Gabriella. Comment nettoyer sa sonde pour éviter les infections, à quel moment donner ses médicaments. L'ergothérapeute m'a montré comment l'installer dans son fauteuil sans risquer l'apparition d'escarres à force d'être toujours assise. Les journées étaient interminables, entre les changes, les repas par sonde toutes les 4 heures et les exercices qui parfois donnaient l'impression de ne servir à rien. 3 mois jour pour jour après le drame, Kyle s'est pointé avec une caisse à outils et quelques planches. Il était parti loin depuis cette fameuse nuit, mais il est revenu quand les choses se sont apaisées. Il a passé tout son week-end à bricoler des rampes pour le fauteuil de Gabriella et à fixer des barres d'appui dans la salle de bain. On a travaillé ensemble des heures durant, sans jamais reparler de Victor, ni de la façon dont tout s'était terminé. Il m'a aidé à réaménager le salon pour accueillir tout le matériel médical et à fabriquer des étagères sur mesure pour les médicaments de Gabriella. Benji est arrivé une semaine plus tard avec sa compagne enceinte et m'a demandé si j'acceptais d'être le parrain de leur bébé. J'ai accepté sans hésiter, même si une partie de moi craignait que leur enfant puisse un jour avoir besoin de la même fidélité dont on avait fait preuve la nuit de Victor. L'action contre la crèche a avancé doucement, entre convocations chez les avocats et dépositions.
L'assurance d'Hamilton a fini par proposer 2 millions pour éviter le procès, à répartir entre 7 familles. Ma part devrait suffire à couvrir 5 ans de soins pour Gabriella, à condition d'être très prudent. J'ai commencé à confier Gabriella 3 matins par semaine dans une crèche spécialisée dès qu'elle a été assez stable. Là-bas, l'équipe connaissait bien la prise en charge des enfants avec des lésions cérébrales et des sondes d'alimentation, ils avaient des fauteuils adaptés et des infirmières expérimentées. Ça m'a permis de reprendre un mi-temps à la mise en rayon au supermarché, ce qui aidait à payer les factures. 6 mois après l'incendie, alors que je faisais les exercices matinaux avec Gabriella, elle m'a regardé dans les yeux et a souri. C'était de travers, peut-être juste un réflexe, mais j'ai préféré croire qu'elle me reconnaissait. Les autres parents de la crèche d'Hamilton ont commencé à se retrouver 1 fois par mois au centre communautaire pour échanger des infos sur les aides disponibles et les médecins compétents pour nos enfants. Lisa arrivait toujours avec des brochures sur les aides de l'État, pendant qu'une autre maman partageait son bon plan pour emprunter gratuitement du matériel de rééducation. On signait tous des pétitions pour qu'il y ait un vrai contrôle sur les crèches et on bombardait les élus régionaux de lettres. Une chaîne locale a fini par appeler pour faire un reportage de suivi sur l'affaire. Ils ont filmé à la mairie, au moment où de nouveaux règlements étaient annoncés, vérification du casier judiciaire obligatoire pour tous les employés de crèche et inspections inopinées. Le journaliste m'a interviewé sur les progrès de Gabriella et j'ai essayé d'expliquer comment la négligence d'une seule personne avait suffi à briser l'avenir de ma fille. Le conseil municipal a même programmé une audition sur le financement du contrôle des crèches et m'a demandé de venir témoigner. Me retrouver devant le micro, c'était une épreuve. Mais j'ai raconté comment j'avais retrouvé Gabriella dans cette salle de bain et qu'elle ne marcherait plus, ne parlerait plus jamais comme avant. Les élus prenèrent des notes, promettèrent d'augmenter le budget, mais je savais bien ce que valent les promesses. Le fait que Victor se retrouve justement en cellule avec Dexter Guthrie avoue que c'est quand même bien pratique, non? Je me demande encore qui a su tirer les bonnes ficelles pour que ça arrive. 1 an entier s'est écoulé, Gabriella reprenait lentement des forces. Elle suivait des objets du regard, semblait reconnaître ma voix quand je lui parlais. La kiné n'en revenait pas, vu qu'au départ, les médecins ne lui donnaient aucune chance de sortir d'un état végétatif. Sa sonde s'infectait parfois. Il lui arrivait encore de faire des crises qu'il fallait calmer en urgence. Mais elle était là, elle se battait, déjà plus que tout ce qu'on avait annoncé. Hamilton, elle, a été relâchée après seulement 2 ans, alors qu'elle en avait pris 5. Le comité de libération conditionnelle a jugé qu'elle ne représentait plus de danger et qu'elle devait veiller sur sa mère âgée. C'est le système d'information des victimes qui me l'a appris et j'ai passé la nuit à tourner comme une lionne en cage dans mon appartement, rongée par l'envie de la retrouver. Mais Gabriella avait besoin de moi et la vengeance n'aurait rien changé à ses lésions cérébrales. Hamilton a quitté l'État en quelques jours, c'est le procureur qui me l'a confirmé. À la crèche spécialisée, j'ai commencé à remarquer une autre maman, toujours là quand je déposais Gabriella. Elle s'appelait Kelly, et son fils avait subi presque le même calvaire à cause de maltraitance dans une autre crèche, 2 ans plus tôt. On a commencé à prendre un café dans le hall pendant que nos enfants étaient en séance. Elle comprenait ce que traversèrent les parents comme moi, ce que ça fait de changer des couches pour adultes à un enfant qui devrait déjà être propre, ou ce mélange de soulagement et de culpabilité quand ils dorment d'une traite, parce que cela signifie juste un peu de répit. Kelly m'a montré des astuces pour éviter les escarres et m'a conseillé sur les médicaments génériques aussi efficaces que les originaux. Son fils, lui, arrivait à communiquer avec un tableau oculaire, ce qui m'a donné de l'espoir pour Gabriella. On s'est échangé nos numéros et, très vite, on s'est mis à s'envoyer des messages pour se tenir au courant des rendez-vous médicaux, des avancées en rééducation. Parfois, on se retrouvait au parc avec nos enfants dans leurs fauteuils spéciaux, à regarder les autres jouer sur des installations inaccessibles pour les nôtres. Ce n'était pas vraiment une histoire d'amour, mais ce soutien rendait le quotidien un peu moins insurmontable. Le personnel de la crèche m'a confié que Gabriella réagissait bien à la musicothérapie et m'a conseillé de mettre de la musique à la maison. J'ai acheté une petite enceinte, je passais des comptines pendant ses exercices et parfois, ça arrivait à la stimuler. Chaque minuscule progrès paraissait gigantesque, même si elle ne serait jamais plus la petite fille qui courait en riant dans mon appartement. Kyle passait de temps en temps pour bricoler ou m'apporter quelques courses quand je n'avais plus un sou. Il n'a plus jamais reparlé de cette fameuse nuit avec Victor, mais je voyais bien la culpabilité dans ses yeux chaque fois qu'il posait le regard sur la sonde de Gabriella. Benji, de son côté, m'envoyait des photos de son bébé et promettait de passer un jour, même si on savait bien tous les deux que ça n'arriverait sans doute jamais. Ma vie est alors devenue une succession de médicaments, de rendez-vous médicaux, de bras de fer avec l'assurance et de petites victoires que personne d'autre ne pouvait vraiment comprendre. Un matin, la procureure m'a appelé pour m'annoncer qu'ils allaient créer une unité spéciale dédiée aux affaires de maltraitance en crèche, à cause de ce qui nous était arrivé. Elle m'a dit qu'au bureau, ils appelaient en ça la loi Gabriella, même si le nom officiel était bien plus pompeux. J'ai raccroché en me disant que, peut-être, quelque chose de bon finirait par sortir de toute cette souffrance. Les mois sont passés, puis 1 année, puis 2, avec une Gabriella qui progressait à tout petits pas, mais pour moi, c'était immense. Un après-midi, alors que je lui changeais sa couche, elle m'a regardé bien en face et a prononcé un son que je n'avais plus entendu depuis 2 ans. Papa. L'orthophoniste qui était là pour sa séance en a fait tomber son carnet. Elle s'est précipitée pour écouter Gabriella répéter, plus distinctement cette fois, « Papa ».
L'orthophoniste m'avait averti que ce serait peut-être le seul mot qu'elle réussirait à dire, mais peu importait, parce que mon bébé savait qui j'étais. Le soir même, j'ai montré à Kelly la vidéo que j'avais prise et on a pleuré ensemble en la regardant encore et encore. 3 semaines plus tard, mon téléphone a sonné à 2 heures du matin. C'était Kyle, qui voulait que je vienne le tirer de garde à vue. Il s'était fait prendre en flagrant délit de cambriolage et avait besoin de 5 000 €. Je me suis assise au bord du lit, les factures médicales de Gabriella éparpillées sur la table de la cuisine, et je lui ai dit que je ne pouvais rien pour lui cette fois. Il s'est mis à hurler au téléphone, à parler de loyauté, à dire que j'avais changé, mais j'ai raccroché. Gabriella avait besoin de chaque centime. Le lendemain, au parc, j'ai tout raconté à Kelly alors que nos enfants étaient installés dans leur fauteuil roulant. Elle ne m'a pas jugé quand j'ai avoué que j'avais sans doute aidé à blesser Victor la nuit de son agression. Elle a juste serré ma main en me disant qu'à ma place, elle aurait fait pareil si quelqu'un avait fait du mal à son fils. On a commencé à passer de plus en plus de temps ensemble, à dîner tour à tour chez l'une ou l'autre pendant que les enfants faisaient leurs exercices. Elle m'a appris à bien étirer les jambes de Gabriella pour éviter que ses muscles ne se raidissent trop. Je lui ai montré mon astuce pour faire avaler les médicaments à son fils. Je les mélangeais dans un peu de crème au chocolat et ça passait tout seul. Un après-midi, l'ergothérapeute est arrivée avec un drôle d'appareil qui suivait les mouvements des yeux. Elle s'est installée et a passé plus de 3 heures à apprendre à Gabriella comment regarder des images pour exprimer ce dont elle avait besoin. Le jour où Gabriella a fixé l'image de l'eau parce qu'elle avait soif, j'avais envie de sortir le champagne. 2 semaines plus tard, elle a compris comment associer plusieurs pictogrammes pour former de petites phrases. Ce jour-là, elle a choisi amour, puis papa, et je me suis effondré. J'ai pleuré plus forte encore que la nuit de l'incendie parce qu'elle pouvait enfin me dire ce qu'elle ressentait. Un matin, la directrice de la crèche spécialisée m'a prise à part pour me demander si je voulais rejoindre l'équipe. Elle a noté que j'étais de toute façon là tous les jours et qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui comprenait ce que traversent ces familles. Le salaire était symbolique, à peine plus que le SMIC, mais cela signifiait que je pouvais rester auprès de Gabriella toute la journée. J'ai accepté aussitôt et dès la semaine suivante, j'ai commencé à aider pendant les repas et l'échange de 6 autres enfants qui portaient les mêmes blessures. Le temps filait, que je le veuille ou non. 3 ans déjà depuis l'incendie, et une routine étrange s'était installée dans nos vies. Gabriella ne marcherait ni ne parlerait jamais comme les autres, mais elle était là, en sécurité, et elle savait qu'on l'aimait. Chaque matin, je l'habillais, je la nourrissais par sa sonde, puis nous partions ensemble à la crèche où je travaillais. Le soir, on rentrait dans notre petit appartement où Kelly et son fils nous attendaient en souvent. À cette époque, Kelly avait déjà sa clé et commençait le dîner pendant que j'installais Gabriella. On était devenus des expertes de cette vie à laquelle personne ne se prépare. Un soir, une fois les enfants couchés, Kelly m'a proposé qu'on emménage ensemble. Elle m'a glissé qu'on vivait déjà quasiment sous le même toit et qu'en mettant nos loyers en commun, on pourrait offrir de meilleurs équipements aux enfants. J'ai dit oui sans hésiter et nous avons trouvé un appartement plus spacieux, avec des portes assez larges pour les fauteuils roulants et une salle de bain adaptée, où on a pu installer des barres de sécurité. Le déménagement nous a pris 2 semaines, entre les séances de rééducation et les rendez-vous médicaux. Gabriella et le fils de Kelly semblaient se comprendre d'une façon qui nous échappait complètement. Ils passaient de longs moments côte à côte dans leur fauteuil, échangeant des sons comme s'ils avaient leur propre langage secret. Un après-midi, j'ai reçu une lettre sans expéditeur, mais j'ai tout de suite reconnu l'écriture de Benji. Il racontait avoir emmené sa famille en Arizona pour repartir de zéro après quelques soucis avec la police. Il avait glissé une photo de sa petite fille qui marchait désormais et écrivait qu'il lui parlerait un jour de son oncle courageux et de sa cousine Gabriella. Il ajoutait qu'il repensait parfois à cette nuit-là avec Victor, mais qu'il ne regrettait rien, car Gabriella avait mérité justice. J'ai brûlé la lettre après l'avoir lue 3 fois, par précaution. Le 4e anniversaire de l'incendie est tombé un jeudi, comme la toute première fois. Je prenais toujours ce jour pour rester à la maison avec Gabriella, et cette année-là n'a pas fait exception. Je lui lisais son livre préféré, l'histoire du petit lapin qui part à l'aventure, quand elle a utilisé son appareil pour dire quelque chose de nouveau. Pendant que je lisais, elle a choisi l'image du bonheur, et je me suis arrêté net au milieu de ma phrase. Elle a recommencé, cette fois avec plus d'intention, heureuse, en me fixant droit dans les yeux. Après tout ce qu'on avait traversé, elle arrivait encore à ressentir de la joie, et elle voulait que je le sache. 2 semaines après ce moment avec l'appareil, mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. Une femme s'est présentée comme la mère de Victor et voulait me rencontrer. J'ai failli raccrocher, mais sa voix m'a retenu. Elle m'a demandé si on pouvait se voir au café de la rue du 3e le lendemain matin. J'ai dit oui, même si j'avais les mains qui tremblaient. Le lendemain, j'ai laissé Gabriella à Kelly et je suis allé au rendez-vous. La mère de Victor était déjà là, toute petite, les cheveux gris, rien à voir avec son fils. Quand elle m'a vu, elle s'est levée, les yeux rougis par les larmes. Elle m'a dit qu'elle avait suivi l'affaire et qu'elle savait ce que Victor avait fait subir à ma fille. Elle a reconnu qu'elle aurait dû voir les signes, mais qu'elle n'avait rien voulu admettre sur son propre fils. Puis elle a sorti une enveloppe de son sac et l'a glissée vers moi. Dedans, il y avait 10 000 € en liquide, de l'argent qu'elle avait mis de côté pour la caution de Victor avant sa mort. Elle m'a dit que cet argent revenait désormais à Gabriella, puisque son fils lui avait déjà tant pris.
Je suis resté un long moment à contempler les billets avant de les prendre. L'après-midi même, je suis allé dans un magasin de matériel médical et j'ai acheté à Gabriella le meilleur appareil de communication possible. Celui-ci avait encore plus d'options et suivait les mouvements des yeux avec une précision incroyable. J'ai aussi acheté du matériel de rééducation spécialisé que la mutuelle ne prenait pas en charge. Utiliser l'argent de la famille de Victor pour aider Gabriella, c'était la seule forme de justice qui me semblait possible. L'appareil a tout changé. En quelques mois, Gabriella l'utilisait pour dire des dizaines de mots. 3 ans sont passés, avec des progrès lents mais constants. Puis, un journaliste m'a appelé pour une interview à l'occasion des 5 ans de l'incendie. J'ai failli refuser, mais j'ai compris qu'il était important que d'autres familles entendent notre histoire. Une équipe de télévision est venue chez nous pour filmer Gabriella et moi, raconter ses progrès. J'ai parlé des signaux d'alerte que tout le monde avait ignorés et de l'importance d'écouter les enfants. Gabriella a dit « Papa » après 2 longues années, et je me suis perdu en conjecture sur la façon dont son cerveau avait pu garder ce mot, malgré les dégâts. Quelle connexion était de rester vivante pour qu'elle se souvienne de lui? Le reportage est passé au journal du soir, et pendant plusieurs jours, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. D'autres parents d'enfants blessés en crèche nous appelaient, cherchant des conseils ou du soutien. Kelly a proposé qu'on crée un groupe d'entraide, parce que tellement de familles étaient perdues. Depuis, on se retrouve chaque mois dans notre salon avec 6 autres familles, chacun vient avec ses enfants, on échange des ressources et les petits jouent ensemble. Le groupe avait tellement grandi qu'on a dû transférer nos réunions au centre communautaire. Cet automne-là, Gabriella a fait sa première rentrée en maternelle dans l'école du quartier, accompagnée d'une AVS à plein temps pour l'épauler. Le premier jour, j'étais morte d'angoisse, mais elle s'en est sortie bien mieux que moi. Son auxiliaire l'aidait à manipuler son appareil et à se déplacer dans la classe. Au début, les autres enfants étaient intrigués, puis ils l'ont très vite accepté parmi eux. Gabriella ne serait jamais tout à fait comme les autres, mais elle avait droit, elle aussi, à toutes les chances d'apprendre à leur côté. 6 mois après la rentrée, on a eu la fameuse réunion avec toute l'équipe éducative de Gabriella. Enseignants, thérapeutes, tout le monde. Sa maîtresse principale a partagé une anecdote qui m'a bouleversé. Elle a raconté que Gabriella remarquait toujours quand un camarade était triste et utilisait son appareil pour dire « d'accord » ou « ami » à l'enfant concerné. Malgré toutes les épreuves traversées, ma fille gardait une empathie incroyable. L'enseignante a ajouté que, sans même le savoir, Gabriella montrait la gentillesse à ses camarades. À cette époque, Kelly et moi étions ensemble depuis près de 4 ans et on a décidé de se marier. On a organisé une petite cérémonie dans le parc entourée de nos proches. Gabriella serait notre demoiselle d'honneur, son fauteuil décoré de rubans et de fleurs. Le matin du mariage, Kelly m'a aidé à enfiler la robe spéciale de Gabriella. On avait répété son arrivée dans l'allée, son panier de fleurs accroché à son fauteuil. Le moment venu, elle a défilé comme une pro, sous les regards attendris de l'assemblée. Quand l'officiant a demandé s'il y avait une objection, Gabriella a pris son appareil, nous a fixé droit dans les yeux et a choisi le mot « heureuse ». Tout le monde a éclaté de rire et de larmes en même temps. Après la cérémonie, on s'est retrouvés au centre communautaire avec notre groupe de soutien pour une petite réception. Ma vie n'avait plus rien à voir avec ce que j'avais imaginé à la naissance de Gabriella quand elle était en parfaite santé. Elle ne marcherait jamais, ne parlerait jamais comme les autres et aurait toujours besoin de nous. Mais elle était là, en sécurité, entourée d'amour. Certaines nuits, je me réveillais en sursaut, hanté par le souvenir de cette salle de bain et de l'incendie. Je venais alors veiller Gabriella dormir dans son lit médicalisé, entourée de ses appareils. La regarder respirer calmement me rassurait. On avait tout traversé. Victor était parti et ma fille continuait de se battre chaque jour. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette histoire. J'espère que mes questions un peu étranges ne vous ont pas trop agacé en chemin. D'ici à ce que nos routes se recroisent, prenez soin de vous. Si vous êtes arrivé jusque-là, laissez-moi un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire.